Merci pour tout le monde d'être là, ceux qui sont à distance, mais aussi ceux qui se sont déplacés en salle. Là, je vous vois là, tout petit sur mon écran, puis j'aurais aimé être parmi vous. Ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose qui est un peu une primeur. C'est le contenu d'un article que j'ai soumis en décembre 2024, qui est revenu rapidement d'Écologie, qui est retourné à Écologie et qui était en révision là, depuis février dernier. Je viens d'avoir des retours super positifs, donc ça devrait être publié, je pense, 2026. Je croise les doigts, c'est un long chemin. Mais je suis peut-être moins à l'aise avec mon matériel que je le suis d'autres fois lorsque je parle de migration assistée, par exemple. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à la fin, là, même si vous pensez que c'est très de base. Vous pouvez assumer que c'est moi qui a mal, qui a mal expliqué. Puis, on va parler de broutement, qui est vraiment comme ma spécialité de base, je dirais. Et j'aimerais tout d'abord là, vous expliquer pourquoi on parle de broutement. Je parle à des biologistes, je parle à des professionnels de la forêt, à des ingénieurs forestiers. Je pense que tout le monde ici est conscient que les cervidés du Québec, que ce soit le cerf de Virginie, l'orignal ou même le caribou, ce sont des animaux là, naturels qui font partie de notre écosystème. Donc, pourquoi on parle de broutement qui devient un problème alors que ces écosystèmes-là ont évolué avec ces animaux-là? Il faut se rappeler que nous sommes venus déranger cet équilibre-là, que ce soit par le contrôle de leurs prédateurs, par le contrôle de la chasse, par nos aménagements au milieu en foresterie, mais également en agriculture. Et là, je ne vous parlerai même pas de l'impact des premiers colons sur les populations autochtones, qui a eu un impact également sur les populations de cervidés. Donc, on se trouve avec certains milieux dans le monde où le broutement devient un problème parce que l'effet va d'aller dépasser celui sur des arbres individuels. C'est certain que quand on parle de broutement, on a un effet direct là, sur la croissance, la survie, la reproduction des arbres lorsqu'ils sont à leur stade là, plus juvénile. Mais ces effets-là vont augmenter au niveau de l'écosystème, avoir des effets indirects sur la compétition entre les espèces végétales, la composition et la structure des communautés. Et on parle même de changements dans les fonctions écosystémiques comme le cycle du carbone ou encore de l'azote par les nombreux apports là, que font ces herbivores-là. Ce que vous voyez à droite, c'est une photo un peu floue, là, mais c'est un tapis de fesses de cerf de Virginie à l'île d'Anticosti. Il y a juste ça qui est au sol. Dans les cas les plus extrêmes, ben, on pourrait aller même jusqu'à des échecs de régénération. Ce que vous voyez ici, puis c'est tellement difficile de prendre en photo du broutement, c'est un défi, mais c'est une ouverture de forêt en Gaspésie où il y a eu tellement de broutement par les orignaux que les bouleaux restent à une espèce de stature prostrée, toujours disponible pour le broutement, où ils sont rebroutés. Il y a certains sapins là, qui tirent un peu plus leur épingle du jeu, mais on voit quand même que leurs branches latérales sont fortement affectées par le broutement. Puis s'il ne se passe pas quelque chose ici, une diminution de la population d'orignaux, ben, on peut penser que cette ouverture-là va rester à ce stade-là. Les bouleaux sont capables d'en prendre longtemps et longtemps, puis on n'aura pas de couvert forestier qui va se régénérer. Euh, En termes écologiques, je pense que vous voyez la problématique. En termes sylvicoles, c'est certain que ça requiert une autre intervention et possiblement des forts investissements ou encore même plantation de choses qui ne sont pas broutées comme l'épinette. Puis ça, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est ça qu'on veut exactement. Je vais quand même faire un bémol, là. Des cas comme ça, c'est pas, à part à l'île d'Anticosti, là, il n'y a pas de larges surfaces là, qui sont affectées comme ça. C'est local, mais ça pourrait augmenter dans le futur. Pourquoi? Bien, si on pense à notre bien-aimé rat des forêts, le cerf de Virginie, sa densité est principalement contrôlée par les conditions hivernales. Donc, des hivers plus doux pourraient amener des augmentations des densités et des expansions de l'aire de distribution, quelque chose qu'on voit déjà au Québec. Je vous montre un exemple tiré de l'Alberta, ce n'est pas juste ici le problème, où des chercheurs ont modélisé les gains potentiels pour 2050 là, de distribution du cerf de Virginie. Là, à vue de nez comme ça, je pense qu'on augmente de quasiment un tiers là, la surface du territoire qui est occupé par le cerf de Virginie, ce qui pourrait avoir des impacts
sur la régénération forestière, mais également sur les conflits humains-faune. Pensez au parc à Longueuil. On pourrait penser également à des problématiques de zoonose qui sont transmises à d'autres cervidés. Donc, tout ça risque de s'amplifier avec les changements climatiques. Donc, on se pose la question dans le milieu sylvicole, comment on peut réduire le broutement en forêt aménagée? Je vais vous présenter deux figures un peu complexes, mais vous allez voir, je pense qu'elles résument bien la situation d'un article très, très intéressant de Béguin et al. 2016, publié dans Ecosphere, qui nous place spatio-temporellement les actions qui sont disponibles. On peut agir sur les serres et on peut agir sur la végétation. Il faut être conscient que certaines mesures vont agir à une échelle en particulier, tandis des échelles très fines, tandis que d'autres vont être des échelles plus globales. Les auteurs nous les représentent, les différentes mesures. Il y en avait un peu trop, je ne les ai pas traduits, j'aurais comme détruit complètement le graphique à faire ça. Mais on a notre échelle spatiale sur l'axe des X et notre échelle temporelle sur l'axe des Y, c'est-à-dire à quelle échelle spatiale on intervient et comment rapidement on va devoir revenir intervenir. Sur ce graphique-là, ce qui est souligné, c'est les mesures qu'on peut faire sur la végétation et les autres, c'est ce qu'on peut faire sur le cerf de Virginie. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, la chasse sportive. La chasse sportive se trouve, et là, je n'ai pas mis en... Je vais me mettre en pointeur. Aha! La chasse sportive se trouve ici. C'est quelque chose qui va avoir un impact à l'échelle du paysage si on réduit les densités, qui pourrait avoir un effet positif sur la régénération forestière, mais il faut tout le temps faire la chasse sportive. On ne peut pas dire, on va faire la chasse sportive cette année, on va avoir une forte densité de chasseurs, puis on ne reviendra plus, le problème est réglé. Tandis que l'introduction, par exemple, de prédateurs comme le loup, si c'est fait de façon efficace, on va intervenir une fois, peut-être deux, trois fois, je ne sais pas. Puis, ça a aussi des effets à l'échelle du paysage. Puis là-dessus, on a toute autre série de mesures qu'on peut prendre qui varient en termes d'échelle et de temps. Ce qui est le plus connu souvent, c'est l'utilisation de clôtures. Je veux comme m'adresser aux étudiants ici. Moi, je le vois souvent proposé à la fin d'un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat. On pourrait mettre des clôtures. Mais c'est une mesure qui est très, très coûteuse puis qui pose beaucoup de questions là, quand on est dans un milieu avec des grands massifs forestiers. Il faut aussi se poser la question de l'efficacité de ces mesures-là. Et là, j'attire votre attention vers une méta-analyse qui a été publiée en 2020. Il calculait la taille d'effet. Ce que ça veut dire, c'est la mesure de contrôle du broutement. Quel a été son effet ici sur la croissance en hauteur? Plus c'est des valeurs positives, plus ça a eu un effet positif sur la croissance en hauteur. Donc, ça a réduit le broutement de façon efficace. Puis les mesures les plus efficaces, justement, c'est des mesures de protection physique. Fence, ici, c'est nos clôtures. Shelter, c'est des espèces de petits protecteurs à ramée apicale qui se mettent sur le dessus des arbres, mais qui peuvent causer des espèces de conditions microclimatiques. Puis cage, je pense que c'était vraiment là, une petite cage autour d'un arbre. Une autre mesure qu'ils ont trouvée qui pouvait être efficace, c'est la facilitation. Puis rentrer là-dedans, en fait, c'est les effets de la végétation accompagnatrice. Et dans le passé, moi, je me suis intéressée à ces effets-là. Comment on pourrait mettre à profit ce qu'en foresterie, on appelle la végétation compétitrice, mais que je préfère appeler la végétation accompagnatrice, pour moduler l'effet du broutement. Parce qu'en fait, il y a tout un cortège d'hypothèses qui s'appellent des effets associatifs et qui s'intéresse à comment la présence ou l'abondance d'une plante A va modifier le niveau ou même l'occurrence de broutement sur une plante B. C'est une série d'hypothèses qui sont à l'origine des années, qui ont commencé à apparaître dans les années 70, principalement avec des modèles invertébrés. Pas juste invertébrés, là, on parlait surtout aussi en termes de culture, de tomates,
de culture compagne. Sauf que dans les méta-analyses dans les dernières années, là, puis j'allais dire récentes, mais c'est plus récent, là, 2009 puis 2016, des méta-analyses ont quand même montré là, que c'est utilisé sur toutes sortes d'herbivores maintenant, ces hypothèses-là, ce cadre conceptuel-là, même dans les milieux aquatiques. Ce qui est un peu spécial avec les effets associatifs, c'est que pas mal tout peut arriver selon ces hypothèses-là. Tout est son contraire, ce qui est particulièrement pratique pour une étudiante au doctorat comme moi à l'époque qui voulait créer des hypothèses alternatives. Je vous explique. On va les structurer en fonction de la préférence qu'a l'herbivore pour la plante accompagnatrice relativement à la plante focale, notre plante d'intérêt. Donc, est-ce que l'accompagnatrice est préférée relativement à cette plante-là ou est-ce qu'elle est évitée relativement à cette plante-là? Et rendu là, on a des cas dans la littérature où une accompagnatrice préférée augmente ou diminue l'herbivorie sur la plante focale et une accompagnatrice évitée augmente ou diminue l'herbivorie sur une plante focale. Comme je disais, là, tout est possible. Puis il y a des noms pour chacun de ces relations-là. Et ça, c'est ce que moi j'appelle le cadre là, des effets associatifs. Là, je pense à ça, je voulais vous dire, je suis assez théorique dans mon début de présentation, mais on va atterrir dans la pratique plus tard, ne vous inquiétez pas. Là où je vais en venir avec ça, si on va vraiment à la base, une hypothèse, c'est un mécanisme pour un patron qui est observé. Puis en fait, les effets associatifs, ça nous parle du risque d'une plante d'être broutée en fonction d'une autre. Mais si on se met de l'autre côté de la médaille et qu'on regarde le choix des herbivores, c'est la même chose, mais c'est juste une façon différente de le mentionner. Il y a aussi beaucoup d'hypothèses qui s'intéressent à ça, et notamment la théorie de la sélection optimale des ressources, qui est un cortège d'hypothèses qui est issu également des années 60 et 70 et qui s'intéresse à comment les animaux sélectionnent les ressources en balançant des contraintes nutritives, par exemple une demande là, plus forte en énergie liée à la lactation, et des contraintes environnementales comme une disponibilité des ressources qui est variable ou un risque de prédation qui est variable dans le paysage. Ça a pogné fort, la théorie de la sélection optimale des ressources, probablement parce que ça se basait sur des théories économiques, puis que ça nous permet de faire des prédictions chiffrées et de les tester. C'est quand même assez vendeur. Je vous montre un exemple. Le but, ce n'est pas de le comprendre complètement ici, mais c'est de voir comment ça peut s'expliquer. Ça, c'est le théorème de la valeur marginale qui prédit le temps qui est optimal qui devrait être passé dans une parcelle en fonction du taux d'acquisition de l'énergie dans cette parcelle-là. C'est-à-dire que si on a des parcelles qui ont différents types de ressources à l'intérieur, elles vont avoir différents taux d'acquisition de l'énergie. Et là, quand je vous parle d'énergie, je parle de nombre de bouchées qu'un herbivore est capable de prendre, mais on pourrait penser aussi à nombre de proies qu'un prédateur est capable de capturer dans cette parcelle-là et de consommer. Et l'idée, c'est que lorsque le taux d'acquisition commence à diminuer, ça devrait être le moment de quitter cette parcelle-là et ça va varier en fonction de la quantité de ressources qui est disponible dans la parcelle. Bref, très, très attirant pour des modèles théoriques, pour créer des expériences, pour les tester. Et cette théorie-là, ça regroupe des hypothèses à plusieurs échelles. Je viens de vous montrer un exemple à l'échelle d'une parcelle d'alimentation, mais il y a des hypothèses sur la sélection de la diète, la sélection des parcelles et aussi à l'intérieur des parcelles, ainsi que des hypothèses sur la sélection à l'échelle des peuplements et du paysage, où là, on rentre d'autres facteurs qui limitent les herbivores, notamment leur niche bioclimatique, par exemple, la présence de prédateurs, la distribution du paysage anthropicé. Donc, si vous me suivez bien, ces deux cortèges d'hypothèses-là, ces deux cadres conceptuels-là s'intéressent au même patron, c'est-à-dire comment, là, qu'est-ce qui va être brouté dans un paysage. Je vous le fais avec le broutement, là, mais ça pourrait être d'autres relations plantes-herbivores ou même avec des consommateurs. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas équivalentes, puis en fait, il y a un cadre conceptuel qui est meilleur qu'un autre. Pourquoi? Les effets associatifs, ça explique un patron observé par association entre les plantes,
mais il n'y a pas vraiment d'association outre leur présence au même endroit. C'est une interaction qui est indirecte. Bémol là-dessus, il y a des cas là, où bon, les défenses d'une vont aller influencer les défenses des autres, mais de manière générale, c'est une interaction qui est indirecte. Dans la littérature, puis comme je vous disais, on a 2 méta-analyses là-dessus, il y a beaucoup d'idiosyncrasies, c'est-à-dire que c'est très variable ce qui est montré et il y a peu de démonstration des mécanismes. Tandis que la théorie de la sélection optimale, bien, comme elle explique des choix alimentaires en fonction de l'herbivore et de l'environnement, elle explique une interaction directe. Elle est vraiment sur le mécanisme, soit l'herbivore qui fait un choix et qui optimise ses choix alimentaires. Il y a plusieurs hypothèses qui expliquent les déviations de l'optimalité. Il y a beaucoup de démonstrations et de supports dans la littérature pour cette théorie-là. Donc, si j'avais à faire un choix, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, je crois qu'on devrait étudier ce genre de choses dans le cadre de la théorie de la sélection optimale des ressources. Parenthèse, encore une fois, je m'adresse aux étudiants. On peut se demander pourquoi il y a comme toutes ces hypothèses-là qui expliquent la même affaire, qui ont émergé en même temps dans la littérature et que ça ne se parle pas avant vraiment le début des années 2000, bien, peut-être que vous trouvez que c'est difficile de faire une revue de littérature actuellement avec la quantité d'articles qui est publiée. Oui, mais à une époque que je n'ai moi-même pas connue, il n'y avait pas de base de données en ligne. Il fallait se rendre à la bibliothèque, lire la table des matières, des articles et décider ce qu'on lisait. Et à ce moment-là, ça faisait que les chercheurs se concentraient sur les journaux dans lesquels ils publiaient, qui les intéressaient. C'est peut-être un petit peu plus difficile là, de franchir cette barrière entre les disciplines. Puis, autre parenthèse là-dessus, il fallait aussi aller parfois chercher les versions papier des journaux au compactus. À l'Université Laval, ça impliquait de se rendre au sous-sol très, très noir. Je vois Catherine Larouche qui rit. Tu fais mon qui rit, mais oui, c'est des très bons souvenirs là, pour moi que de me rendre dans le sous-sol louche là, de la bibliothèque de l'Université Laval. Bon. Parenthèse fermée, je vais essayer de vous démontrer encore une fois là, cette question-là, que c'est la même chose, puis qu'on peut peut-être mieux utiliser la sélection optimale des ressources là, en reformulant des hypothèses des effets associatifs, en utilisant cette sélection-là. Puis après, une partie qui sera encore une fois un peu plus abstraite, je vous donnerai quelques exemples complets. Premier exemple, la résistance associative par contraste. Si on lit les hypothèses des effets associatifs, particulièrement là, ce qui a été écrit à l'origine, beaucoup avec les invertébrés, on aurait une réduction du broutement sur la plante A, notre plante focale, parce que la plante B attire les herbivores. Donc, c'est une plante accompagnatrice qui est préférée. Elle les attire comment? Ben, c'est ça, à l'origine, c'est soit par des facteurs, des cues visuels ou des cues olfactifs. L'herbivore est attiré, il vient là, puis il se concentre sur la plante B parce que même si la plante A est à côté, ça ne l'intéresse pas. Si on reformule ça dans un cadre de sélection optimale, ben, c'est plutôt une optimisation de ce qui est consommé dans une parcelle d'alimentation. L'herbivore a choisi de consommer dans cette parcelle-là. Il se trouve en face de 2 choix alimentaires, deux items alimentaires, puis il y a 3 options devant lui. Il pourrait consommer uniquement la A, consommer uniquement la B ou consommer la plante A et la B. Puis si on regarde ce qui est optimal, ce qui maximise, par exemple, son acquisition de l'énergie ou ce qui maximise son acquisition de composé X qu'il a besoin pour sa lactation, bien, le choix qu'il fait, c'est de consommer uniquement la plante qui est la plus profitable, c'est la plante B. On refait la même chose avec la susceptibilité associative, mais cette fois-ci, on a une augmentation du broutement sur notre plante focale parce que la plante B attire les herbivores. Là, le mécanisme proposé dans les effets associatifs est à peu près le même. L'herbivore est attiré, puis tant qu'elle est sur la plante B, il consomme aussi la plante A qui est à côté. Mais encore une fois, si on va selon la sélection optimale des ressources, je dirais que c'est plutôt une optimisation de ce qui est fait dans cette parcelle d'alimentation-là, entre le choix de consommer uniquement A, uniquement B ou A et B, bien, le choix qui est le plus optimal, c'est de consommer A et B. Ça fait que pour
2 patrons observés dans la susceptibilité associative. On a une seule hypothèse mécanistique qui permet d'expliquer plusieurs cas de figure. Puis si on y allait plus mathématiquement, ben, on serait probablement capable de voir pourquoi une fois on a la susceptibilité associative, puis pourquoi l'autre fois on a une résistance associative par contraste. Je dis que c'est mécanistique parce que ça ne met pas non plus, ça ne centre pas sur cette idée qu'une plante attire l'herbivore. C'est l'herbivore qui fait un choix. Je pense que ces mécanismes-là pourraient aussi s'appliquer aux invertébrés, mais je vais être extrêmement prudente dans le reste de ma présentation parce que je ne m'y connais pas en invertébrés. Je ne comprends pas comment ils choisissent leur nourriture. Mais ils font des choix également, même si leurs capacités cognitives et sensorielles ne sont pas les mêmes. Donc, ils pourraient sélectionner de façon optimale les ressources, particulièrement quand ils sont polyphages, quand ils consomment plusieurs types de ressources. Je vous donne un autre exemple un peu plus abstrait. La résistance associative par camouflage. Selon les effets associatifs, une plante en camoufle une autre, réduisant sa détection par les herbivores, elle est cachée. Mais si on y va selon la sélection optimale des ressources, peut-être que la plante qui cache l'autre a augmenté le temps de recherche et de manipulation pour notre temps focal. Peut-être aussi que ce n'est pas une question que ça augmentait le temps de recherche et manipulation, mais que la présence de la plante accompagnatrice augmentait la quantité de ressources. Puis là, il y a une espèce de variable confondante. Je vous donne un exemple concret de ça sous peu. Là-dessus, je pense que c'est vraiment là qu'on voit la différence de cognition entre les vertébrés et les invertébrés. Le mécanisme de camouflage, des fois, semble beaucoup plus probable et plus démontré pour les invertébrés que pour des herbivores vertébrés. Ça revient à dire, est-ce que la plante est vraiment cachée ou c'est un choix de ne pas la consommer? Puis c'est là, en fait, c'est cette question-là, c'est ce qui a poussé toute la réflexion que je vous présente aujourd'hui. Mais pourquoi ça valait la peine que je continue à m'y intéresser? Je pense que parce qu'en identifiant le bon mécanisme, en comprenant le bon mécanisme, on va expliquer les idiosyncrasies et les contradictions. Je vous montre ici un exemple concret. C'est un article où ils étudiaient le broutement du cerf Sika. Ils ont regardé la probabilité de broutement en fonction de la hauteur des semis, mais également en fonction du couvert de bambou. Je vous dis tout de suite, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe là, quand il y a peu de couvert de bambou. Selon ce que les auteurs expliquent, ça semble être plus un artefact du modèle que les courbes sont quasiment plates, là. Mais ce n'était pas clair pour moi. Mais en gros, plus le semis qui est caché sous le bambou est grand, plus il est brouté. Et c'est la conclusion des auteurs. Le bambou cache les petits semis et les protège du broutement par le cerf Sika. Si on regarde ces résultats-là, mais dans le cadre de la sélection optimale des ressources, il y a des facteurs confondants qui n'ont pas été pris en compte ici, qui ne nous disent pas si c'est nécessairement caché. Parce qu'il y a un effet de la taille du semis sur le temps de manipulation. Pour un cervidé, c'est probablement plus compliqué d'aller chercher un petit semis qui se trouve sous du bambou qu'un grand semis qui est à une hauteur similaire ou plus grand que le bambou. Il y a aussi un effet de la taille sur la quantité de ressources. Plus le semis est haut, plus il représente une grosse quantité de ressources pour l'herbivore, puis peut-être que c'est plus profitable de le consommer. Un exemple qui prend en compte ce temps de manipulation-là, là, je m'excuse, je ne mets jamais de tableau dans des présentations, puis aujourd'hui, je vous en fais un, mais contrairement à la formule consacrée, je ne vous dirai pas de ne pas le regarder. Je veux qu'on le regarde, mais on va le regarder ensemble. C'est une étude tirée de la thèse de doctorat de Sabrina Courant qui regardait l'herbivorie par le bison. On ne va pas parler de broutement à ce moment-là, on est sur des graminées, on va parler de paissage, ce qui n'est pas un mot là, vraiment fréquent en français. Eux s'intéressaient à une espèce de référence, donc une espèce focale qui est Cares aterodes, et à la consommation, en même temps que Cares aterodes, de différentes espèces. Ils sont allés mesurer l'énergie digestible dans ces espèces-là, leur hauteur moyenne, ainsi que leur profitabilité, là, qui était fonction de cette hauteur et de cette énergie digestible-là. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les espèces qui avaient une hauteur qui était plus petite que notre espèce de référence et qui étaient donc moins profitables, étaient moins consommées
en présence de l'espèce de référence, une résistance associative par contraste. Je vous le montre en graphique là, dans la diapo qui suit. Tandis que d'autres espèces qui étaient plus profitables, pas plus profitables que notre espèce de référence, là, qui est comme la meilleure, le choix numéro 1 du milieu, mais qui sont plus profitables et surtout de hauteur similaire à notre carex, bien, elle était consommée en même temps que notre espèce de référence. Pensez là, à une vache, si vous n'avez pas vu souvent des bisons, pensez à une vache qui va aller prendre une bouchée. Mais dans ce cas-là, quand elle a d'autres espèces qui sont moins profitables que Cares aterodes, mais qui sont de hauteur similaire, elle ne va pas essayer de manipuler puis de tasser un, puis elle fait juste prendre une grosse bouchée et elle ramasse tout. On voit l'effet de la hauteur dans le graphique qui suit, où on a la probabilité d'être consommé pour nos plantes relativement profitables. Et cette probabilité-là, elle diminue plus notre plante focale, Cares aterodes, est grande. Plus on a une grande différence entre les deux, bien, on n'ira pas chercher là, ces petites plantes moins profitables, ce qui nous donne un patron de résistance associative par contraste. Mais le mécanisme, c'est vraiment ce temps de manipulation-là. S'intéresser aussi au cadre de la sélection optimale des ressources, ça nous permet peut-être de répondre à une grosse question là, dans ce domaine-là des effets associatifs, soit l'effet très, très variable de la diversité sur le broutement. Je vous mets un exemple là, qui est un peu un des premiers avec un grand cervidé. Vous avez ici du broutement par un campagnol, mais aussi par l'orignal en fonction du nombre d'espèces d'arbres dans des placettes. Il me semble que c'était une expérience, donc c'est manipulé. Puis, dans un cas, on a une diminution du pourcentage de dommages, une espèce de résistance associative, plus c'est diversifié. Tandis que dans l'autre cas, on augmente le dommage, plus c'est diversifié. Moi-même, je me suis commise dans l'étude de la diversité sur le pourcentage de broutement. Vous avez ici, c'était une étude en Outaouais sur le broutement du cerf de Virginie. Le nombre de ramilles de ligneux broutés dans une placette en fonction de l'indice de diversité de Shannon. Puis on voit ici une relation de diminution, plus on augmente la diversité. Donc, c'est ce qui se passait pour notre campagnol. Mais c'est aussi en interaction avec le nombre de ramilles disponibles dans la placette, c'est-à-dire que ça arrive seulement dans nos placettes les plus riches. Puis quand on regarde ça sous la forme des effets associatifs, c'est un peu bizarre parce que, en fait, les herbivores, ils ne choisissent pas en termes de diversité. Ils choisissent en fonction de la présence d'éléments faisant partie de leur diète. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quand on augmente la diversité, est-ce qu'on augmente la probabilité de trouver des éléments très profitables dans la diète de cet herbivore-là? Dans l'exemple que je vous ai donné de mes études, on était dans un milieu beaucoup plus diversifié, comme je vous l'ai dit, en Outaouais. Donc, quand on augmentait la diversité dans une placette, en fait, on diluait la quantité de ressources. On avait plus de chances d'ajouter quelque chose qui n'était pas consommé par l'herbivore. Je reviens à pourquoi on devrait s'intéresser à tout ça. Si on continue dans les aspects théoriques, bien, ça nous permet de faire des liens avec l'écologie nutritive, la dynamique des populations et le paysage. Je vous mets une image ici tirée d'un travail de Juliana Balifi-Frey sur lequel j'ai modestement aidé, mais qui parle de comment utiliser l'écologie stoichiométrique permet de faire des liens comme ça. Je pense qu'on pourrait rentrer là, des éléments d'effet associatif là-dedans, mais je n'irai pas plus loin aujourd'hui parce que je veux vous amener vers ce qui est probablement le plus intéressant pour vous. Comment on pourrait utiliser ça, ces concepts-là, ce cadre de la sélection optimale des ressources-là en conservation et en aménagement. Je pense qu'il faut y aller avec cette notion d'échelle spatiale. Béguin l'amenait en 2016, ce cadre-là des actions sur les herbivores et sur la végétation qui sont à différentes échelles spatiales, mais également temporelles. Bien, c'est de la même façon là, d'utiliser la spatialité de la sélection optimale des ressources. Avant d'aller vers les exemples, je veux vous dire que c'est une liste d'exemples tirés un peu de ma tête, de ce que j'ai fait dans le passé, de ce que je fais actuellement, mais ce n'est pas exhaustif. On pourrait tout à fait trouver d'autres idées. Je pense que la porte est ouverte à beaucoup de possibilités là, pour la recherche dans ces éléments. Première chose, à l'échelle des plants, il faut être conscient qu'il y a une haute susceptibilité de certaines essences au broutement.
Là, on va parler de nos herbivores à nous, cerf de Virginie, orignal. Il y a des choses qui sont très, très susceptibles à leur broutement. Il faut donc considérer la valeur nutritive et les spécificités de l'herbivore. Lorsque j'ai commencé à la direction de la recherche forestière, j'ai travaillé sur un projet de migration assistée avec Patricia Raymond et j'ai caractérisé la composition chimique d'arbres qui allaient être plantés dans cette expérience de migration assistée, puis caractérisé en fonction de choses qui ont une influence sur la sélection de la ressource par le cerf de Virginie et l'orignal. Ce que vous voyez ici, c'est le résultat de l'ACP pour 8 essences où on regardait la cellulose, une fibre qui est digestible et donc sélectionnée, la lignine, une fibre non digestible qui est généralement évitée, ainsi que l'azote, ça c'est un proxy des protéines, c'est plutôt sélectionné, et les flavonoïdes, qui est un composé de défense, donc évité. Dans cet ACP-là, on avait un premier axe qui expliquait une forte partie de la variance, mais parce qu'on avait la cellulose d'un côté, la lignine et les flavonoïdes de l'autre côté, on se disait que ça représentait un gradient de la susceptibilité à la résistance. Ça tombe bien, ça va de nos feuillus envers nos résineux. On sait que les résineux sont habituellement moins susceptibles au broutement. Donc, ça fitait assez bien. Par contre, il y a une espèce là-dedans qui est beaucoup plus broutée, que ce soit dans la littérature ou dans nos observations, que ce qu'on peut prédire basé sur sa valeur nutritive. C'est le cèdre, le thuya occidental, qui est incroyablement brouté par le cerf de Virginie. Le cerf de Virginie et l'orignal, puis là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment trippant, là, mais l'orignal, c'est le plus grand cervidé de la planète. Il y a des contraintes alimentaires pour une diète qui est pourtant similaire au cerf de Virginie, qui est complètement différente. Il ne s'attaquera pas au thuya, tandis que le cerf de Virginie, lui, les défenses dans le thuya, ça ne semble pas vraiment l'affecter. Il n'y a pas pourrait avoir une étude très, très tripante là, à ce sujet-là. Pourquoi exactement? Mais on n'a pas de raison, sauf qu'on le sait. Donc, résultat de tout ça, planter du thuya dans un milieu à proximité d'un ravage ou un milieu où le broussaire de Virginie, ce n'est pas une entreprise à recommander. On peut penser aussi beaucoup de chercheurs ont proposé de faire des plantations sous les arbustes afin d'aller, encore une fois, là, souvent la justification, c'est d'aller cacher nos plans d'intérêt. Mais là, à ça, dans un cadre de la sélection des ressources, je dirais qu'il faut absolument considérer la profitabilité relative. Puis probablement aussi toutes les questions de temps de manipulation, puis est-ce que comment on influence ça? Parce que si on va planter sur quelque chose qui est fortement brouté, je ne suis pas sûre qu'on va atteindre les résultats escomptés. Planter sous arbustes aussi, même si la végétation compétitrice n'est pas toujours un réel compétiteur, c'est quand même assez risqué là, si on veut obtenir des arbres. Excusez-moi. On pourrait penser peut-être plus à des plantations où on maintient les compétiteurs pendant un certain stade, on ne fait pas de dégagement. Il y a un étudiant au doctorat, Hugo Larue, qui vient de commencer sous la direction d'Olivier Villemar-Côté en codirection avec moi-même, qui va regarder certains de ces éléments-là dans des dispositifs de migration assistée, les dispositifs DREAM. Je vous fais une parenthèse sur DREAM à la toute fin là, de la présentation. Je pense qu'il faut surtout oublier l'idée qu'on va cacher des arbres. On travaille avec différentes ressources disponibles, donc il faut voir comment on module ces ressources-là. On n'ira pas les cacher, ce sont des animaux, même s'ils se jettent parfois devant nos voitures, ce sont des animaux extrêmement intelligents et très bien équipés pour trouver de la nourriture s'ils ont faim. À l'échelle des peuplements, on pourrait penser à manipuler la composition par des traitements d'éducation pour moduler le risque de broutement. Si vous avez des données tirées de ma thèse, encore une fois, à l'île d'Anticosti, où le nombre de ramilles de sapins broutés diminuait avec le nombre de tiges de bouleau dans la placette. Je consciente que cette diminution-là, c'est un effet qui est très, très faible, mais on était dans un enclos de gestion où les populations de cerfs étaient extrêmement réduites et contrôlées. Par contre, c'est plus complexe que juste un nombre de tiges de bouleau, c'est-à-dire qu'il y avait une interaction aussi entre le nombre de ramilles de bouleau, différence entre ramille et tige, ramille étant chaque bouchée là, de bouleau qu'un cerf pourrait prendre, et leur digestibilité.
C'est-à-dire qu'au lieu de voir une diminution lorsqu'on augmente le nombre de ramilles, lorsqu'on augmente le nombre de ramilles de forte qualité, très digestibles pour le cerf, bien là, on a plutôt une augmentation. Qu'est-ce qu'on vient de faire, en fait, lorsqu'on a plein de bouleaux qui ont plein de bouchées disponibles de forte qualité, bien, on crée un hotspot de ressources. Ça se peut très bien que les sapins qui se trouvent à côté de ces bouleaux-là soient consommés également. Donc, il y a vraiment un besoin là, de démêler ces relations-là. On pourrait aussi, à l'échelle des peuplements, aller considérer l'effet des traitements sur la qualité des ressources. Rebecca Dubé-Messier fait une maîtrise là, sous ma co-direction, en direction avec Philippe Nollet à l'Université du Québec en Outaouais, sur le dispositif CIVADAP de Frédéric Doyon, où il y a différents niveaux d'éclaircie et de couverts résiduels. Puis, elle est allée regarder notamment la concentration en protéines d'érable rouge selon le couvert résiduel. On voit ici une relation qui est significative où, lorsqu'il y a des plus grandes ouvertures, moins de couverts résiduels, on a des arbres qui sont plus riches en protéines, ce qui pourrait donc être encore plus attractif pour les cerfs et générer une augmentation là, du broutement, non seulement pour les érables rouges, mais peut-être pour les autres arbres qui se trouvent à proximité, que ce soit de la régénération naturelle ou de la régénération plantée. À l'échelle du paysage, on peut penser que les effets associatifs, c'est plus une question de placettes, d'alimentation. Par contre, on en voit à des plus larges échelles. Dans la méta-analyse que j'avais publiée en 2016, j'avais calculé une différence de moyenne standardisée là, qui est simplement une taille d'effet, toutes des résistances associatives, des susceptibilités associatives mises ensemble. Puis on regarde leur force, puis on voit comment elles diminuent en fonction de la taille des placettes. Puis même s'il y avait effectivement une diminution, c'est la relation que vous voyez, bien, on trouvait quand même des études qui avaient des effets associatifs à des placettes de 100 mètres carrés et même plus. Donc, ça vaut la peine de considérer ce qu'il y a à l'échelle du paysage. J'avais été très inspirée, là, moi, par des cartes de la valeur nutritive qui avaient été publiées pour le koala, où on regardait la densité de koala prédite en fonction notamment de la qualité nutritive des eucalyptus, puis on comparait ça à la densité de koala observée. Par contre, c'est un peu plus compliqué là, dans notre domaine. Il faut savoir que, bon, le koala, oui, c'est un vertébré, mais certains vont consommer seulement 3 espèces d'eucalyptus. Certains koalas vont consommer qu'une seule espèce d'eucalyptus. À ce moment-là, c'est assez facile d'aller trouver un composé puis de voir, bon, comment ça influence là, l'utilisation des ressources. Mais ça pourrait se faire notamment en tenant compte du type de peuplement à proximité, quelles ressources est contenu dans ces peuplements-là, notamment aussi de paramètres anthropiques comme les champs. Cette étude-là de Whedon, je pense que ça se dit comme ça, et collaborateurs, je pense que j'en ai parlé à tout le monde après l'avoir lu. Ils regardaient la pression du broutement sur la régénération ligneuse en fonction de la différence, la distance à certaines cultures. Et ce qui est surtout intéressant, bien, c'est quand on a de l'herbe à proximité, il y a beaucoup moins de broutement que lorsqu'on a de l'avoine. Et ce broutement-là diminue. L'explication, c'est là que moi, ça m'a fait triper. L'avoine est très, très énergétique. Donc, c'est quelque chose qui donne plein d'énergie à l'herbivore. On pourrait penser qu'à cause de ça, il n'y a pas besoin de consommer les arbres qui sont à proximité. Mais les cervidés sont des ruminants. Et les ruminants, il y a un vieil article là, qui compare ça à des réacteurs nucléaires. Ça ne fonctionne pas à vide. On ne peut pas avoir un rumen à vide. C'est dangereux pour le microbiote et les gaz là, qui se font à l'intérieur. Donc, ils doivent rester pleins. Puis en fait, si on met une nourriture très énergétique qui se digère facilement comme l'avoine, les cervidés vont probablement avoir tendance à aller chercher plus de matière ligneuse pour ralentir cette digestion-là. Là, j'entropise un peu, là, ils ne sont pas en train de se dire ça se digère vite, je vais aller chercher de la fibre. Mais c'est que les consommateurs, les herbivores, cherchent un certain équilibre, un certain objectif dans un espace multidimensionnel où ils optimisent l'acquisition de plusieurs choses, que ce soit l'énergie, les fibres, le calcium dans certains cas. Je vous encourage fortement pour une meilleure explication de ça à aller lire cette étude.
Bon, j'ai deux choses à retenir là, de ma présentation. En tout cas, j'espère aujourd'hui. Premièrement, là, si vous n'avez pas déjà retenu l'idée qu'on ne peut pas cacher à un cerf des plantes, là, je serais vraiment très déçue. Mais la deuxième chose que je veux vous laisser comme message, c'est qu'il y a un potentiel pour des actions sylvicoles qui réduisent le risque de broutement. Mais il va falloir considérer l'herbivore, s'attarder un peu plus à ces notions-là. Je pense que le milieu forestier là, ferait bien de faire ça. Puis je pense c'est un domaine où on a besoin de recherche là, parce que j'en ai pas de solution parfaite à proposer ou que je peux garantir que ça va fonctionner. C'est pas en ce moment, en tout cas. Il y a énormément de personnes à remercier pour ces travaux-là. J'en ai sûrement oublié. Je vous ai dit que je vous faisais une parenthèse sur le dispositif DREAM. Je vous invite au rendez-vous de la connaissance en aménagement forestier durable le 25 novembre prochain. C'est en ligne, c'est accessible. Vous prenez ce code QR et vous pouvez aller vous inscrire pour l'avoir dans votre agenda. Puis on va parler de ce dispositif-là de migration assistée. Vous verrez peut-être même ma face en BD car le dispositif a fait l'objet d'un BD reportage. Ça, j'étais bien excitée. Fait que j'espère avoir des questions. Mais bravo, bravo. Merci beaucoup, Émilie, pour la super présentation, là. C'est absolument passionnant. Et je voulais juste un petit détail, là. À un moment donné, il y a toutes les caméras qui sont fermées, là. C'est pas pour un manque d'intérêt, c'est parce on m'a dit que dans la grande salle, l'écran de la présentation était trop petit s'il y avait toutes les caméras qui étaient affichées. Donc, j'ai comme tout fermé, là. Donc, je suis désolé si tu t'es senti un peu seul, Non, non, je me suis dit, OK, c'est un truc technique, continue, continue. Parfait, c'est la meilleure attitude. Donc, mais maintenant, je vais vous demander si quelqu'un a des questions, soit en ligne, soit dans la salle en présentiel, là. Je demandais si quelqu'un peut rallumer la caméra aussi, là. Ce serait génial. Merci beaucoup. Oui, Maxence? Oui, salut Mélie, merci beaucoup pour la présentation, vraiment intéressant de voir ça. Peut-être pour commencer, juste pour cadrer un peu, c'est ça, parce que la question du broutement, c'est sûr que nous, en forêt boréale, ça c'est quelque chose, on se pose même pas la question, ça existe quasiment pas. Et donc au Québec, c'est quoi en fait l'étendue des zones, tu sais, plus au paysage d'abrutissement anticosti, c'est le cas extrême, mais est-ce que c'est vraiment posé sur la répartition du sort de Virginie? Est-ce que ça a possibilité des zones agricoles dans la forêt tempérée? Tu sais, qu'est-ce qui fait au niveau spatial qu'on voit des zones à risque de broutement et des zones où c'est bien correct, il n'y a pas d'enjeu de broutement? C'est une question vraiment le fun, Maxence, merci. Puis, mais ça va être dur. C'est sûr que le cerf de Virginie, c'est souvent vu comme un plus gros problème parce que c'est un, tu sais, on l'appelle le rat des forêts. Bon, moi, Jean-Pierre Tremblay, on l'appelle le rat des forêts, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui font ça aussi, là. C'est un animal qui tolère très, très bien la présence humaine et qui est très plastique. On en trouve jusqu'au Mexique du cerf de Virginie, là. Puis Anticosti, étant le plus au nord où il a été introduit puis qui est devenu là, qui est capable de s'adapter à beaucoup d'endroits. C'est ce qui a créé là, que c'est plus lié à la présence de cerf de Virginie, les problématiques de broutement. Par contre, il y en a aussi avec l'orignal. En Gaspésie, il y a des zones là, vraiment là, à problème, comme la photo que je vous ai présentée au début. Là, après, si ça, c'est comme le macro, l'échelle la plus globale. Si on va plus finement, pourquoi à tel endroit on a une problématique, puis à un autre, on ne l'a pas, je ne suis pas sûre que je peux te donner une réponse qui serait satisfaisante. Je pense que c'est multifactoriel. Historiquement, il y a aussi toute la question, juste en parenthèse, là, du contrôle de la chasse qui a amené à une augmentation des populations. Puis la chasse est toujours contrôlée. Puis la quantité de chasse, c'est un compromis là, pour avoir des densités intéressantes pour la chasse. Donc, c'est vrai qu'il y a des milieux où il y en a peut-être un peu plus liés à ça. Puis est-ce qu'on a les chasseurs, la chasse, la popularité de la chasse, etc. Ouais. Je sais pas, est-ce que ça te satisfait? Bah, c'est ça, ce que j'imagine bien, c'est que c'est assez complexe justement comme facteur spatiaux. Tu sais, la question, pour moi, c'est après, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter aussi de voir monter l'abrutissement en Abitibi?
Éventuellement, là, ben, je connais pas assez bien l'Abitibi. C'est sûr que si tu es en forêt vraiment boréale, 100% résineuse, là, mais tu sais, on parle pour l'adaptation au changement climatique de plantations mixtes, on parle de favoriser des plus hauts pourcentages feuillus pour diminuer le risque de feu. Donc, si on veut faire ces actions-là, puis que dans la région, on commence à avoir de plus en plus de cerfs de Virginie, possible qu'on ait un problème. Ou des fortes densités d'orignaux, mais là, il y a aussi la tique là, qui vient contrôler ces densités-là. Là. Ne fera pas disparaître, mais ça réduit les populations. Très merci. Ça pose vraiment des bonnes questions sur ça, sur l'enfeuillement contre les feux qu'on veut faire. Bah, vérifier tous les effets que ça peut avoir, non prévus, que juste on plante quelque chose et ça pousse. Puis je rebondis là-dessus. En sylviculture d'adaptation, on parle beaucoup, le chêne est très à la mode parce que résistant à la sécheresse, ce serait une possibilité. On fait beaucoup d'études là-dessus. Broutement modéré, là. Il y a des gens qui ont peur du broutement, mais il y a broutement modéré. Fait que est-ce qu'on peut faire partout où on le voudrait du chêne sans considérer le risque de broutement? Je pense pas. Il faut quand même prendre en compte ce risque-là. Moi, j'avais une question pour rebondir là-dessus. Là. Justement, le broutement est souvent présenté comme un problème, dans le fond, mais est-ce qu'il y a des écosystèmes, des endroits où il peut y avoir le problème inverse, où en fait l'absence de broutement pourrait être quelque chose de problématique? Tu sais, je pensais que tu parlais des bisons, par exemple, dans les prairies. Là. Je sais que le broutement dans ce genre d'écosystème de prairies peut être une manière de maintenir en fait ces écosystèmes-là. Donc, est-ce que ça peut être vu dans l'autre sens aussi dans certains écosystèmes? Là, c'est une question intéressante. Bien, je pense qu'un broutement modéré, il n'y a aucun problème là, dans nos écosystèmes. Je veux dire, c'est presque une question de probabilité. Il y a des arbres qui vont passer. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais puis, c'est quoi notre référent aussi? C'est ça qui est dur, peut-être un peu. Puis, on essaie souvent d'y aller en densité, puis, mais des densités, c'est dur à mesurer. Puis, mais ce serait quoi notre référent puis qui serait correct? Est-ce que des écosystèmes, si je vais vraiment sur le concept, est-ce qu'il y a des écosystèmes où pas de broutement, c'est un problème? Mais en fait, c'est qu'ils vont être différents. C'est possible qu'ils soient différents. Puis à ce moment-là, c'est quelque chose qui est un bon compétiteur, mais très susceptible au broutement, pourrait prendre le dessus puis réduire la diversité végétale. Euh, on voit là, souvent l'hypothèse de la perturbation intermédiaire. Là, j'imagine que ça te dit quelque chose. La pression de broutement fait ça. Est-ce que si on y va sur la diversité comme variable réponse, est-ce que la valeur maximale est vue à pas de broutement? Non. La valeur maximale de diversité est probablement à un niveau intermédiaire parce que ça va jouer ces relations de compétition entre les plantes. Oui, ce serait dans ce cadre-là que je voyais ça aussi. Admettons qu'il y ait une pression d'exploitation sur les cervidés qui est très forte, là, de chasse ou autre. Là. Là, on pourrait peut-être avoir des problèmes justement de forêts qui se ferment et de manque de diversité d'habitat ou d'effets que le broutement peut apporter qui serait Pour des peut-être effets pas. à long terme, c'est Mm. surtout ça. Parce que pression de chasse, c'est très contrôlé en Amérique du Nord pour des raisons historiques. Hein. Fait, crash des populations de cerfs de Virginie qui est à l'origine des mouvements de conservation puis des situations dans lesquelles on se trouve actuellement. Là. Moi, je penserais plutôt apparition d'une zoonose ou d'un parasite là, qui détruirait une population ou localement, les cerfs de Virginie sont fidèles à un site de ravage. Ils apprennent leur site de ravage, si j'ai bien compris, là, parce que ce n'est pas mon expertise non plus, là, mais par leur mère. Puis s'il y a une forte mortalité dans un ravage, ce ne sera pas recolonisé comme ça. Euh, versus si tu veux te débarrasser d'un écureuil dans ta cour, tu le trappes, tu l'amènes ailleurs, il y a un autre écureuil qui va prendre la place. Si les cerfs de ce ravage-là sont morts, les cerfs de ce ravage-là sont morts. Puis ça se pourrait là, que tu aies une zone qui n'ait pas de fort effet de broutement pendant des décennies. Là. Est-ce qu'on avait d'autres questions en ligne ou dans la salle? Sinon, non. Ben, moi, j'en avais d'autres par rapport ben, moi, je trouve ça vraiment passionnant. Là. Merci beaucoup, Émilie. Et je me demandais surtout par rapport à la saisonnalité, parce que tu nous as montré un super graphique justement sur l'intérêt de consommer certaines espèces versus d'autres là, par rapport
à la quantité de molécules qui est présente, là, qui fait que certaines espèces peuvent être plus appétantes que d'autres. Mais la saisonnalité, dans ces cas-là, elle doit jouer quand même un rôle important, non? Parce que pendant la première poussée de croissance au printemps, là, on a des pousses toutes tendres qu'on imagine qui n'ont pas forcément eu le temps de développer toutes les molécules de défense et qui sont peut-être un peu plus... Donc, est-ce qu'il y a des moments vraiment dans l'année où le broutage est plus un problème versus d'autres? Oui. Ben, en fait, si on s'intéresse, comme on le fait en milieu de la foresterie, à la régénération ligneuse, ça, c'est essentiellement du broutement d'hiver. Oui, il y en a à l'été, mais c'est beaucoup l'hiver où la matière ligneuse va être consommée parce qu'il y a rien d'autre que de la matière ligneuse. Il y a des aiguilles quand on parle des conifères, mais ça, c'est plus défendu là, chimiquement, là. Fait que la matière ligneuse est consommée à l'hiver. Puis ils vont vraiment là, varier en fonction de ce qui est disponible. Euh, je donne un exemple là, qui est super frappant. Anticosti, parce que le broutement a extirpé beaucoup d'espèces très, très profitables et digestibles, on a beaucoup de chardon. OK? Des endroits où il y a du chardon, là, je me rappelle avoir eu mal aux genoux, là, faire des réactions allergiques tellement tu te fais piquer. Ben, on m'a expliqué qu'à l'automne, après la première gelée, quand le chardon il a complètement il devient de la salade morte, molle, ben là, le cerf le mange. Fait qu'il y a comme une ressource qui arrive, qui n'était pas disponible, paf, elle devient disponible, puis ils vont la consommer là, fortement à ce moment-là. OK. Mais c'est pas forcément intuitif, là. C'est pas forcément ce qu'on pense, là. Il y a vraiment différents moments de l'année où il peut y avoir une ressource qui apparaît, là. Oui, mais ce que tu disais sur les jeunes pousses peu défendus, c'est tout à fait vrai par contre. Tu sais, la majorité des plantes vont augmenter là, en composé de défense puis en matière ligneuse non digestible en cours de saison. Donc, il y a peut-être des choses là, qui étaient consommables, qui dépassent un certain stade, qui ne deviennent plus. Je pense qu'il y avait aussi André Dumont en Outaouais qui avait regardé le diamètre des ramets qui étaient broutés en cours d'hiver. Puis en début d'hiver, ils prennent des diamètres beaucoup plus fins, donc vraiment comme la fin de la croissance, qui est peut-être un peu moins ligneuse, un peu moins raide. Puis là, plus l'hiver avance, puis il y a moins de ressources, ils vont aller prendre des plus grosses bouchées, puis se rendre à des diamètres plus importants, parce que là, ben, il faut bien que tu fasses avec ce qui est disponible. Mm. C'est vraiment intéressant. Ouais, je vois que mon collègue a partagé là, une étude super intéressante euh, où l'orignal peut aider à débroussailler, c'est vrai. Je la recommande fortement. Il serait pas forcément vu juste comme un problème, mais plutôt comme un allié, alors. Mais c'est vrai, c'est un cas spécifique aussi. Tu sais, on a cette étude-là, on a ce milieu-là où ça a fonctionné. Il faudrait vraiment aller voir ailleurs si on peut avoir la même relation, là. On ne peut pas partir en peur avec ça, je pense pas pour le moment, là. Pour l'instant, je ne vois pas de main levée, alors moi, je voudrais juste continuer parce que j'ai d'autres questions. Est-ce que ben, Patricia, après, je pourrais, si on a du temps, je préfère donner la parole à quelqu'un d'autre. Patricia, on t'écoute. Oui, ben, OK, j'ai ouvert tous mes trucs. Ben, tu sais, en fait, justement, par rapport au cas de la forêt Montmorency où le surbroutement de l'orignal a permis là, de justement débroussailler la forêt, je comprends, puis c'est un concept intéressant, mais d'un autre côté, ça a l'effet négatif là, de presque extirper les essences feuillues. Donc, tu sais, dans une optique qu'on veut justement avoir davantage, d'augmenter la diversité, puis augmenter la mixité, avoir plus de feuillus pour diminuer les risques de feu, etc. Ben, tu sais, si c'est justement le surbroutement de l'orignal peut être problématique. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis le problème de la forêt Montmorency, entre autres, oui, c'est l'orignal, mais il n'y a pas de chasse. Donc, je pensais à la question de Maxence du début, pourquoi l'Abitibi, il n'y a pas tant de broutement? Ben, la chasse, c'est une activité très prisée. Là-bas, il y a des prédateurs naturels. Il n'y a pas nécessairement tant de cerfs, mais c'est l'orignal. Mais tu sais, les situations peuvent là, changer dans le temps, mais tant mieux si c'est pas un problème en ce moment. Mais en sapinière, c'est peut-être plus là que ça va se jouer là, dans les prochaines années. Mais ça ouvre la question, là, ce que tu dis, ça nous rappelle aussi
Tu sais, la chasse, là, il y a de la chasse à l'orignal. S'il y avait du cerf, est-ce que les chasseurs veulent se tourner vers le cerf? Là, on le sait, documentaire sur l'ONF, la bête lumineuse. L'orignal, c'est l'orignal. Il y a un aura sur l'orignal. Oui. Puis on va se dire aussi, un orignal, c'est beaucoup de nourriture pour des chasseurs versus un cerf de Virginie, surtout un cerf qui serait au nord de son aire de répartition. Est-ce que si on a une augmentation des populations de cerfs en Abitibi, on va réussir à mobiliser un bassin de chasseurs avec ce qui est essentiellement une population de chasseurs vieillissants? J'ouvre la question, là. Peut-être que Maxence pourrait nous dire, connais-tu des chasseurs dans la région ou De là à dire qu'on aura un renouvellement des chasseurs suffisant par rapport au vieillissant, je sais pas, c'est sûr que la chasse est importante. Mais justement, ça me rebondit sur une question parce que justement, j'avais un peu travaillé sur l'aboutrissement il y a 15 ans en Europe de l'Ouest. Et ce qu'on a vu, l'enjeu avec la chasse, c'est que les chasseurs visaient surtout les mâles des cervidés parce qu'il y a un trophée. Et clairement, il y avait, par rapport aux cibles visées, les femelles, ils rataient un tiers des femelles et puis ils ne prenaient pas un tiers des fans. Donc en fait, la population faisait que exploser. Parce que si on tire que les mâles et jamais les femelles et les jeunes, forcément, la position fait que monter. Et puis on avait des forêts, 1,80 m, tu peux marcher sans problème, tu n'as pas de branches, il n'y a plus rien. Là, tout est mangé partout. Donc c'est un peu cette question-là aussi. Est-ce que, je sais pas en Abitibi à quel point il y a ce pattern-là, j'ai pas l'impression. Mais est-ce qu'on sait si ces choix sociologiques de décision de chasse aussi au cerf par rapport au trophée ou juste chasser pour chasser, est-ce qu'on voit des variations? Est-ce qu'on a des articles là-dessus sur la décision de chasse et l'impact sur les populations de cerf de Virginie? Parce que ça peut aussi biaiser un peu ce qu'on va voir apparaître comme population. ben, oui, je sais qu'il existe ces articles-là. Je ne pourrais pas t'les nommer vite de même, mais le contexte est super différent par contre. Parce qu'ici, il n'y a pas toutes les régions qui sont ouvertes à la chasse à la femelle. En fait, on va dire aux chasses aux cerfs avec bois et sans bois, parce qu'il y a quelques femelles parfois qui ont des bois. Fait que là, il ne faudrait pas te retrouver avec une femelle avec des bois puis te faire dire, bon. Fait qu'au Québec, de ma compréhension, puis je ne suis pas une experte de la chasse, les régions, quand ils ouvrent à la femelle, c'est plutôt prisé parce que tu as un plus haut succès de chasse. En fait, je me fie à mon beau-père, mais aussi aux autres que j'ai entendus avec les années. Tu n'as pas ce cas-là. Je pense qu'un permis à la femelle au Québec a plus de chances d'être utilisé. Puis ça doit être à peu près comme ça aussi dans le reste de l'Amérique du Nord, c'est qu'on ouvre la chasse aux mâles parce que quand on parle de cervidés, en fait, de ces grands mammifères-là, habituellement, on ne s'intéresse pas trop en écologie aux mâles pour la dynamique de population. Et moi, je viens d'un labo beaucoup plus phonique, là. Puis les étudiants avaient toujours en question lorsqu'ils faisaient leur proposé de recherche, oui, mais pourquoi tu mets des colliers GPS juste sur des femelles? Ben, la raison, c'est que les mâles, ça ne sert à pas grand-chose. Tu as un mâle de qualité, puis tu vas l'avoir ta population. Tu n'as pas besoin d'en avoir 10. C'est pour ça que ça a cet effet-là. Mais parce qu'on contrôle, parce qu'on réduit la chasse, et habituellement, quand on ouvre à la femelle, on peut aller contrôler. Mais là, il faut le désir d'ouvrir cette chasse à la femelle-là. Puis, tu sais, c'est la question qui revient encore une fois de gestion intégrée des ressources, puis comment on la fait ici. Puis là, je ne suis pas en train là, de critiquer le système là, de manière spécifique parce que c'est partout dans le monde pareil. C'est dur de concilier la régénération forestière à des densités de cervidés qui sont satisfaisantes pour les chasseurs. C'est un défi qu'on trouve partout. Merci. De belles questions de recherche interdisciplinaire. Oui, merci beaucoup. Puis s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais juste. Mais il est l'heure là, donc on devra fermer. Mais juste par intérêt, j'avais une question par rapport aux molécules que vous avez identifiées dans les plantes. Est-ce que vous avez été parce que en écologie aquatique, là, il y a une des molécules, une famille de molécules qui est très importante pour la croissance des organismes, qui sont les acides gras, notamment les oméga 3, les oméga 6, tout ça. Donc, ils sont beaucoup étudiés parce qu'ils viennent des milieux aquatiques. Là. Donc, je me disais peut-être l'orignal qui se nourrit de plantes aquatiques de temps en temps. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui a été regardé, ça, la quantité d'oméga 3 ou d'oméga 6 dans les plantes, pour savoir si c'est une ressource qui est recherchée par les herbivores? Ou... Moi, j'étais allée comme... J'avais fait une revue systématique sur ce qui était dans la littérature, puis je me centrais ces composés de défense, fait que je ne l'ai pas vu. Il y a un laboratoire européen, Caroline Stolter, qui est
Hambourg, je crois. Il me semble que si j'avais à voir si ça a été fait, j'irais voir cette gang-là. Et- Salut Maxence. C'est pas mal dans leur champ d'études. Ce serait intéressant, là, Rebecca, qui fait sa maîtrise là, avec Philippe, a développé là, un volet. Bon, on voulait longue histoire courte, on voulait évaluer certains composés, puis finalement, le labo n'était pas capable. Là, il y avait un problème de personnel puis de protocole. Puis on a décidé d'aller faire de la métabolomique avec Karine Pedneau à l'Université du Québec en Outaouais. Puis Rebecca est en train là, de regarder tous les composés qui ont sorti via ça. Je pense que par une approche métabolomique, ce serait intéressant à aller voir. Là, je vois que ça te dit de quoi, là, puis j'ose pas expliquer la métabolomique, je le ferai pas assez bien là, à d'autres personnes. Mais oui, je trouve qu'il y a vraiment comme tout un champ qui pourrait s'ouvrir. Ouais. Donc, ce serait le fun. Je vois qu'il y Mm. a deux messages qui sont juste des messages de félicitations et de super intéressants. Donc, je vais me rejoindre à ces messages, Émilie, pour te remercier énormément pour la présentation. Là. C'est vraiment passionnant. Et, Ben, merci. et puis, au plaisir de te revoir en Abitibi, si tu peux venir en présentiel Ben oui, prochaine absolument. fois. Puis si quelqu'un veut me contacter, là, je suis assez facile à trouver là, s'il y a des questions que vous n'osiez pas poser comme ça devant tous. Super. Bon, ben, merci beaucoup, Émilie. Puis, Bonne bonne journée. journée à tous.